Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Taxi Presse de ce matin, c'est avec Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, Thierry Afanoukoui, l'administrateur principal du site gapola.net, Issifou Kenanou, le patron du journal Estrade. On sera aussi rejoint en studio par Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express. Avec mes confrères, nous reviennons notamment sur la situation politique de notre pays, la question de la transition telle qu'évoquée aujourd'hui par la coalition de 14 partis politiques de la coalition de 14 partis politiques de l'opposition 2020. Sans Faure Gnassingbé, le dialogue pourra-t-il aboutir véritablement? J'interrogerai mes confrères sur le sujet. On parlera également de la décentralisation avec le cas aujourd'hui de Mission Tové et de Covier qui crée la polémique. Beaucoup de journaux en ont parlé cette semaine. Nous reviendrons là-dessus ce matin. 93.1 Taxi FM. Retour en studio. Avant de retrouver les confrères, je vous donne justement une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Ce matin, largement, on en a parlé. Il y a le quotidien Liberté, le confrère qui parle du dialogue, et le départ éventuel du pouvoir. Comment Faure Gnassingbé doit préparer sa sortie. C'est ce que le confrère propose. En tout cas, c'est le plat qu'il sert ce matin à ses lecteurs. Donc, à nos auditeurs, vous pouvez vous procurer le journal Liberté pour savoir le schéma tel que proposé par le confrère Liberté. Et cette réaction, cette nouvelle sortie de Tikpi Achadam hier, il est bel et bien question d'une transition sans Faure Gnassingbé. Vous lirez l'interview de Tikpi Achadam à la page 6 du journal Liberté. Foncier au Togo et corruption des magistrats. 10 lots offerts à Kakbovi Gamato sur la base d'un jugement corrompu. C'est ce que révèle ce matin le confrère Liberté. C'est osé quand même. On lira l'article à la page 4. Et puis, accusé de mauvaise gestion au CHR Cara. Brice Beketi est nommé au CHR de Dapavon. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. L'autre quotidien aussi dans le kiosque ce matin est Togo Matin. Togo Matin qui revient sur pas mal de sujets, notamment la question politique avec cette interrogation. L'opposition veut-elle vraiment réaliser l'alternance? Le confrère qui fait allusion à cette question de la transition telle qu'évoquée ce matin depuis quelques jours par la coalition. Crise dans le système éducatif, Selom Klassou promet un dénouement rapide. Et puis la question de l'eau évoquée par le journal. Eau potable, un espoir lointain au Togo. L'interrogation à lire dans le quotidien Togo Matin. Il y a le bi-hebdomadaire Le Libéral. La coalition des 14 renonce au retour à la Constitution de 1992. Une concession qui n'en est pas une. Un aveu d'échec, conclut notre confrère Le Libéral. Polémique inutile des cadres de Mission Tové. Pourquoi Covier méritait d'être chef-lieu de la commune de Zio 2? C'est une interrogation du journal, ce que vous lirez à la page 6 ainsi qu'à la page 7. Et puis, crise dans le secteur de l'éducation, le rapport du groupe de travail transmis au Premier ministre. Vous lirez l'article dans Le Libéral. Il y a Vision d'Afrique également qui parle du dialogue dans l'impasse, une divergence d'approche et de vision qui cristallise les blocages. Et puis, ce sujet des crimes rituels et crapuleux en Afrique, la population devrait être plus vigilante, écrit le confrère Vision d'Afrique. Il y a aussi la manchette politique, le confrère qui revient sur le petit Jojo tué l'année dernière lors des manifestations, autopsie du corps de Jojo Zoumeke, le ministre de la Justice interpellé. Le confrère qui nous renseigne ce matin que le petit Jojo, depuis là,
n'a pas été enterré. La famille cherche à comprendre ce qui s'est passé. Vous lirez l'article à la page 3 du journal La Manchette, vous aurez plus de précisions. Et puis de la surenchérie, de la superchérie à la surenchère, forum présidentiel de la jeunesse, Viva Eyadema, s'exclame La Manchette ce matin. Il y a aussi la dépêche qui parle de Faure Gnassingbé. Pour une sortie de crise durable, Faure Gnassingbé et le groupe des 14 doivent signer un compromis historique, écrit le confrère. Le journal qui parle également de l'OCDE, le système judiciaire togolais est l'une des institutions les plus décriées par les jeunes. Vous lirez l'article dans le journal La Dépêche. Le dialogue, troisième round du dialogue inter-togolais, la coalition fait une fixation sur la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, une posture qui risque d'exacerber la crise, écrit notre confrère. Il parle également de l'éducation et le rapport du groupe de travail remis au Premier ministre. L'espoir est permis, écrit le dialogue. Le messager, abandon de la C92, originale et originelle par la coalition, concession ou revirement, c'est l'interrogation du confrère. Le journal parle également de notre sujet, mais qui n'est pas trop loin du premier. Trop de bruit autour de la candidature de Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal et puis cette réaction de Jerry Taman, le président du NET, à propos de la transition politique et de l'interdiction de Faure à se présenter aux élections en 2020. Nous sommes malheureusement de nouveau dans le déni de la réalité, écrit Jerry Taman. Tingo Tingo, qui parle de sortie de crise au Togo. Enfin, l'opposition met du vin dans son vin. Enfin, vous achetez le journal et vous comprendrez. Le Mania Libéré, a-t-on mesuré la portée de la transition qu'on propose aux Togolais? C'est l'interrogation du confrère qui ajoute que l'histoire de la transition aux sorties de la conférence nationale souveraine est encore présente dans les esprits des Togolais. Le Premier ministre a désormais en main les conclusions des travaux du groupe de travail. Vous lirez dans le journal Le Mania Libéré. Il y a aussi Dunia Le Monde qui parle du dialogue inter-togolais, des avancées notables. En aucun cas, nul ne peut faire deux mandats. Le point d'achoppement à lire dans le journal. Et puis Kakou Noubouko qui quitte définitivement la francophonie pour de nouveaux horizons. Afo Acha Deji à la rencontre des populations de la région centrale, le confrère en parle. Et le dernier journal ce matin, c'est le journal de la bonne humeur, le journal Sika. Akufo peut préparer repas au Ghana, mais au Togo, il est trop petit. Et c'est ce que le confrère a écrit, tout en caricature. Vous achetez le journal et vous verrez tout cela. Il a beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients à côté de lui. Il y a le riz Nakunka, il y a le farine de Manda, il y a l'huile départ immédiat aussi, il y a cube Tikpi, il y a haricots constitution, il y a sucre pouvoir à vie, et puis il y a soja bizarre. Enfin, tout cela c'est dans le journal de la bonne humeur, le journal Sika. Et puis le confrère qui s'intéresse aussi aux seins, pas n'importe lequel, les gros seins et petits seins, que préférer. La parole vous a été donnée, vous auditeurs et lecteurs, vos réponses à découvrir dans le journal Sika. Alors, dans les kiosques ce matin, outre Sika, vous avez Dunia Le Monde, le Mania Libéré également dans les kiosques. Il y a Tingo Tingo, le Messager, le Dialogue, le Quotidien Liberté, le Quotidien Togo matin. Il y a d'autres journaux également, je vais les voir. Il y a La Dépêche, il y a Vision d'Afrique. Il y a quel autre journal? Je pense La Manchette et puis Le Libéral. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Il est 11h16 à Lomé. Merci de nous écouter un peu partout à travers le pays et puis sur le site radio taxifm.com ou taxifm.tg à travers le monde. Bonjour Tchakala Alirou. Oui, bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien, grand citoyen d'État? Non, je vais bien, je me porte comme un charme. Ça me rassure. Bonjour le grand citoyen d'État Kenanou Issifou. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Saint-Éric, bonjour chers confrères et bonjour auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci. Sinon, moi aussi, je me porte comme un charme. J'ai l'habitude de dire je pète la forme. Oui, c'est intéressant de vous savoir avec cette forme éblouissante et extraordinaire. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Thierry Afanoukoui. Bonjour cher Eric et bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Merci d'être là. Merci. Bonjour Isidore. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints, vous aussi. Quel regard portez-vous sur la police et les gendarmes dans notre pays? Quel regard les citoyens portent-ils
sur la police et les gendarmes? Non, ça c'est un rapport de l'OCDE qui l'a démontré que la jeunesse n'a plus confiance aux institutions publiques. Non seulement la gendarmerie, mais aussi la police, et la justice et autres. On l'avait publié la fois dernière. Donc c'est un rapport qu'on a voulu garder sous éteignoir, mais nous avons tout fait pour pouvoir mettre la main dessus et les publier. Je crois que ce n'est pas une dernière fois, c'est une publication en série qu'on va faire. Oui, bien sûr. Pour que les gens s'en rendent compte. Et je crois que ce rapport doit être versé dans le dossier de forum présidentiel. Je crois que en lisant déjà ce rapport, on n'a plus besoin de consulter les jeunes. Peut-être qu'on a envie de les écouter de vive voix. Bon, si c'est du folklore et au marketing politique, pourquoi pas? Si vous voulez, on peut revenir sur ça. Mais on n'a pas répondu à la question première. Quel regard vous portez sur la police et les gendarmes dans notre pays? Non, les choses ont un peu évolué. On a le courage de le dire. Aujourd'hui, quand vous allez au commissariat de pôle de police, au moins il y a un respect, un minimum respect des droits de l'homme qui se fait, pas comme avant. Mais aujourd'hui, l'impression, ou comment dirais-je, la perception qu'on a de ces corps habillés, c'est comme ça, ils sont au service d'un seul homme. Et ils sont phagocytés par, je ne suis pas xénophobe, vous avez un conflit avec un Nigérien ou un Libanais, mais vous avez Maya Parti, vous ne pouvez pas vous en sortir en tant que Togolais. Ça, il faut le déplorer. Bien. Pour certains, les gendarmes, la police, ils nous protègent, ils nous aident. Pour d'autres, ils sont l'incarnation même de l'insécurité, du désordre. À leur vue, c'est la panique, c'est la peur. Quelle est votre perception de la police? Quel regard les citoyens portent-ils sur la police et les gendarmes, ces hommes et femmes qui sont aussi des éléments du pouvoir d'État? En principe, l'idéal, c'est que quand vous voyez... Voilà, merci Eric. En principe, quand vous voyez un homme qui représente la loi, qui représente une forme de protection civile en réalité, vous devriez être heureux de tomber sur quelqu'un qui vous rassure par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bon, maintenant, ce que nous évoquons ici comme problème a pour origine, en fait, déjà lors des indépendances, où quand on voit Bloody Soja, qui vient réclamer les impôts, c'était la terreur. Bon, c'est vrai que le régime qui a suivi après, au temps de Yadema au début jusqu'à un moment donné, c'est confondu, que ce soit le militaire, le gendarme, le policier, c'est-à-dire qu'il y avait un certain langage qui était rustre et rugueux, où l'on a fait l'effort de discipliner un peuple qui, à un moment donné, risquait de tomber sous le coup du libertinage. Avec les années 90, les affrontements qui a eu lieu sur le territoire, ont fait que le soldat est devenu à la fois une cible de manière verbale, on va dire, on ne l'attaque pas véritablement. Oui. Il est perçu comme la main de la répression. Donc, ça fait que il n'est pas craint, mais en réalité, il était détesté. La situation a évolué comme le disait... Oui. La police, les gendarmes ne sont pas craints, mais ils sont détestés. En réalité, à une époque, c'était ça, parce qu'on pensait que, c'est-à-dire que quand ils sortent, c'est pour brimer, c'est pour, vous voyez un peu, comme je le disais, lors des troubles, on a vu... Des manifestations. Voilà, mais bien sûr, donc c'est comme ça cette perception. Mais à un moment donné, ça a évolué. Ça aurait pu évoluer encore si la morale, l'instruction civique qu'il y avait à l'école avait continué. Il n'y avait pas eu à un moment donné une certaine démission, on va dire, des institutions. Le gendarme, le policier, quand on le verrait, ou bien quand on le voyait, on devait courir, c'est-à-dire qu'on l'embrassait comme ça se fait dans certains pays. En Allemagne, par exemple, on le disait en off tout à l'heure. Mais il faut reconnaître que ces derniers temps, même quand le port de casque a été introduit, on a adopté une démarche que moi j'ai appréciée. Pédagogique. Vraiment, comme il le dit, une démarche pédagogique où il y a eu l'information. Quand on vous arrête, les conseils, on parle avec vous, discute avec vous. Et je peux vous dire que ça continue parce que ce matin devant moi, j'arrive à GTA, quand je venais,
C'était l'orange, les gens ont foncé. Le policier, il a jailli et il a tempéré le monsieur, il a fait des gestes calmes. Le monsieur s'est arrêté, il n'a pas cherché à retirer la clé comme ça se faisait maladroitement. Oui. Avec force violente. Ah, voilà, il s'est arrêté, il a dit, mais et j'ai vu qu'il pointait du doigt, comme quoi je devine, toi-même tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon. Si je t'arrête tout à l'heure, tu vas dire c'est nous. Donc je crois qu'il revient surtout à celui qui fait la loi de rassurer que le travail que je fais, c'est d'abord pour te protéger, toi le citoyen. Si cette communication avait continué, avait commencé à un moment donné, la perception qu'on aurait aujourd'hui du gendarme, du policier, c'est celui-là qui me protège. Quand je le vois en réalité... Parce que ce sont nos frères dans les Mais quartiers. bien sûr, je devais me sentir en confiance. Je peux vous dire un truc. Parmi eux, c'est vrai qu'il y a des zélés, je le reconnais, qui vont au-delà parfois. Le fait même déjà de prendre les pièces de quelqu'un et de mettre la main dedans en le fouillant ne vous met pas en sécurité. Vous-même, monsieur l'agent, il peut dire que vous avez enlevé quelque chose de la pochette. Sûr. Alors, c'est des comportements comme ça qu'on peut voir, qui font qu'on peut dire qu'en réalité, ce n'est pas une sérénité, ou bien ça dit que confraternité, une certaine convivialité entre les policiers et les gendarmes. Sans oublier le fait qu'effectivement, dans nos postes, quand vous alliez, que vous avez des problèmes avec un riche ou un étranger, vous êtes parti, c'est-à-dire que perdant déjà d'avance. Mais je crois que ça évolue. Quand vous, monsieur l'agent, vous arrêtez, que vous l'appelez monsieur l'agent, il faut voir, il esquisse un sourire. Quand vous dites chef, il esquisse un sourire. Je crois que tout est dans le langage, tout est dans la façon dont nous nous abordons. Globalement, je peux dire que la perception que nous avons, que les populations ont de la police et de la gendarmerie, elle est mitigée. Bien. Parfois c'est rassurant, parfois c'est inquiétant, selon les contextes. Oui, bien sûr. Et puis, ça dépend de là où vous vous trouvez. Quand je poserai cette question à ceux qui sont à Sokodé, je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes réponses. À ceux qui sont à Mango, ce n'est pas la même réponse que j'aurai. À ceux qui sont à Bain, ah oui, nous, ce n'est pas. En même temps, à d'autres endroits également, quand on posera cette question. Non, ça dépend. Au même endroit aussi, on peut te répondre différemment. Oui, mais ces endroits que je viens de citer, ce n'est pas tout à fait évident. Thierry Afanoukou, quelle est votre perception, votre vue sur la police et les gendarmes? Je crois que ceux qui constituent ce corps de la main sont nos frères et sœurs. Et en principe, on doit les aimer, les soutenir et les accompagner dans leur mission. Sauf que c'est un corps un peu difficile et souvent ils reçoivent des ordres qu'ils exécutent qui est mal apprécié ou mal compris par les citoyens, la population. Donc il revient à ces policiers, à ces gendarmes de faire en sorte que quand ils sont en mission, de faire les choses dans les normes pour ne pas créer un conflit, une tension entre eux et la population. Et à un moment donné, comme ici Fou l'a dit, les choses ont évolué, sauf que avec la crise actuellement, on constate sur le terrain que les gens sont prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Disons que les forces de l'ordre ne sont pas aimées au Togo d'une façon globale. Oui, tout simplement parce que la politique est passée par là. Vous savez même que dans certaines familles, on ne conseille pas à nos jeunes sœurs d'avoir pour époux des forces de l'ordre parce que parce que il y a ce cliché là que les gens ont, que ils sont la main du pouvoir pour réprimer la population. Donc ils sont mal vus, mal appréciés. Ici il faut parler également de quelque chose tout à l'heure. Quand vous êtes en infraction, on prend le cas des motocyclistes et que l'agent qui est en train de réguler la circulation vous arrête. En principe, il n'a pas le droit d'enlever vos clés de la moto. Il vous demande de couper le moteur et il vous revient de lui remettre les clés. Mais nos forces de l'ordre ont cette mauvaise habitude-là, du moment où vous vous arrêtez,
ils tombent sur vous et ils enlèvent rapidement les clés. Donc, je crois que tout est lié à la communication. Peut-être aussi qu'ils ont l'expérience du terrain et souvent, quand ils demandent aux gens de s'arrêter, quand ils s'arrêtent, non, ils ont 1001 moyens. Ils ont 1001 moyens pour vous prendre par après. Parce que c'est pas normal que quand on vous demande de vous arrêter, le temps que vous stationnez, vous quittez la voie, et on enlève en même temps votre clé de la moto. Ils n'arrivent pas à faire la même chose avec ceux qui sont en voiture, mais pour les motos, c'est fréquent. Ce qui n'est pas bien. La clé est accessible. Ce qui n'est pas bien. Là aussi, c'est parce que la population, les citoyens ne savent pas que l'agent n'a pas le droit d'enlever la clé de la moto. Parce que moi, 1 ou 2 fois, les agents se sont comportés de la sorte à mon égard. J'ai dit, tiens monsieur, quoique j'étais en infraction, du coup j'ai pris le dessus. Parce qu'au moins je savais que c'est vrai, je suis en infraction. Vous reconnaissez vos droits, vous connaissiez vos droits. Voilà, je sais qu'il n'a pas le droit d'enlever les clés. Donc, je crois que c'est une question de civisme, de citoyenneté. On doit continuer dans la sensibilisation pour que nos forces de l'ordre, vous savez, cette image-là que nous avons de nos forces de l'ordre, c'est aussi le cas dans certains pays. Vous avez fait cas de la France. Même aux États-Unis, vous savez que pour un oui ou un non, on tire sur un noir. Oui, on tire sur un noir. Donc, c'est une question de rapport tendu finalement à tous les niveaux. Voilà. Tchakalan, quel rapport entretenez-vous ou vous saviez que les citoyens entretiennent avec les forces de sécurité, disons-le, la police et la dame, puisque c'est eux qui sont régulièrement sur les voies publiques. On les retrouve également dans l'administration, puisqu'il y en a qui travaillent, qui nous aident à établir nos pièces d'identité, par exemple. Non, c'est que nous détestons chaleureusement. Bah oui. Oui, il y a cela. Quand vous voyez le policier ou le gendarme, c'est ce dédain-là qui naît sans raison pour certains, mais qui naît avec raison, de bons arguments pour d'autres. Ailleurs, quand on voit un corps habillé, on se dit « Ah tiens, je suis en sécurité ». Mais dans certains cas, quand vous les voyez, vous vous mettez à frémir dans vos culottes parce que vous ne savez pas d'où viendrait le coup fatal. Et quand on prend notre situation politique au Togo, on a eu aussi à instrumentaliser ces corps habillés que certains font se perdre dans leur rôle exact à jouer dans la nation. Normalement. Ne sont-ils pas républicains véritablement? Non, non, le caractère républicain de l'armée togolaise, je l'ai toujours dit. Non. Ça, c'est des mots qu'on place comme ça pour se donner bonne conscience à certains niveaux. L'armée togolaise n'est pas républicaine. Je le dis et je l'assume. Il y a des faits qui viennent quand même dynamiter ceux-là, qui viennent quand même à dire que l'armée togolaise est républicaine. Non. Si tant est qu'elle est républicaine, il n'y aurait pas ce désamour entre elle et la population. Mais comment est-ce qu'il faut expliquer ce désamour? C'est ça en réalité le fond du débat. Comment on explique le désamour? Pas le fait simple que au plan politique ça marche pas, ou que certains citoyens se donnent ce vilain plaisir, excusez-moi le terme, de l'instrumentaliser à peu près. Ça justifie tout? Non, c'est cette instrumentalisation à outrance. Mais la police, les gendarmes, ils font du bon boulot. Vous le voyez sur le terrain tout le temps? Non, par moment, ils font du bon boulot. Mais s'il faut évaluer, ça serait peut-être 40% de bon et 60% de mal. Ça, je l'assume. Comment est-ce que vous, citoyens, vous êtes en conflit avec un étranger et vous arrivez, vous constatez que l'étranger fait des va-et-vient dans le bureau de l'agent et qu'il ressort, il se met à sourire jusqu'aux lèvres pour vous dire que, ah tiens, aujourd'hui, vous êtes dans votre pays, mais je vous tiens. C'est fini. La vérité. Bon, ça, c'est quand le citoyen a raison. Ça, parce qu'il arrive que le citoyen n'ait pas raison. Et non, ne demandez pas à la police de donner raison à un citoyen s'il n'a pas raison. Non, pas du tout. Mais certaines fois, quand le citoyen a peu beau avoir raison, mais quand c'est le premier qui est allé se plaindre parce que se sachant quand même fort financièrement, et là, vous voyez votre sort être scellé comme cela. Mais on a vu un lieutenant-colonel d'une gendarmerie aller donner sa poitrine pour sauver quelqu'un. Qui le ferait ici?
qui le ferait ici. Ça, les hommages hommages sont en train de lui être rendus, le lieutenant-colonel Beltrán. Mais ici, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, je voudrais quand même... on n'est pas dans le même contexte. Si tout était bon, oui. On ne verrait pas souvent ces événements être organisés que Armée Nation, oui, il y a ici et ça. Oui, on a fait une campagne. Non, même pas autant de le régime actuel aussi en a fait où on a ouvert même l'état-major, les portes ouvertes. Mais ça a donné quoi? Mais c'est... Vous savez, cette situation-là, c'est encore exacerbé. Pourquoi? Si vous êtes dans une famille et vous voyez quelqu'un, un jeune homme qui ne veut pas respecter certaines consignes propres à la famille, on dit, ben, si vous continuez comme ça, on vous envoie à la police ou à la gendarmerie. Donc ça veut dire que c'est cela qu'on arrive. Non, attendez. C'est vrai. Vous ne pouvez pas dire que ceux qu'on envoie à l'armée, c'est ceux que, bon... Non, c'est ce qui se dit dans certaines familles, dans l'opinion. Si vous faites comme ça, mais on n'en peut plus, on va vous envoyer dans la police ou la gendarmerie, ou bien pourquoi pas dans les autres corps de l'armée. C'est ce qui se dit, je n'invente rien. Donc c'est l'armée, c'est la discipline. C'est la discipline, malheureusement. Ouais, justement, on l'envoie pour être discipliné. Quand on les envoie là-bas, on arrive à les discipliner, mais c'est des cas. Après toute leur formation, les formations et tout reçu, ils reviennent encore plus pervers que jamais. C'est ce qu'on... Mais dans ce pays, est-ce qu'on n'a pas vu certains délits être associés à certains corps habillés? On en voit plein. Ceux-là qui sont censés défendre certaines choses, la morale, sont ceux-là même qui sont en train de porter des coups sévères à cette morale-là qu'on voudrait instaurer dans un pays. Donc ça veut dire qu'il y a tout un paradoxe. Mais certains sont serviables, ils ont un certain niveau de... Toute proportion gardée, ce sont ces gens, ces hommes et femmes qui veillent sur la nation chaque jour que Dieu fait, qui veillent pour la sécurité intérieure et la sécurité extérieure de notre pays. C'est leur rôle régalien. Est-ce qu'ils le font? Non, pas du tout. Vous avez quitté votre domicile pour arriver ici. S'il n'y a pas la sécurité dans le pays, vous ne pouvez pas arriver. Les gens qui maintiennent la paix. Non, ça c'est autre chose. C'est Dieu qui maintient la paix. Non, je vais vous raconter une petite histoire. Vous êtes dans l'exagération, les gars. Au fait, je vais vous raconter une petite histoire. On va écouter l'histoire que j'ai eue avec un corps de patrouille, une patrouille qui a pourchassé un motocycliste sémillant. Ça fait de cela 3 ou 4 ans déjà. J'étais dans mon bureau et j'ai senti qu'il y avait eu un coup. Bon, le gars a cogné un poteau d'électricité qui est juste à côté de ma fenêtre. Et j'ai senti le coup et il y a eu une affluence. Mais j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je regarde par devers la fenêtre, je vois que le gars est étalé à terre. Et les policiers, c'était les policiers qui l'ont encerclé là-bas, et la population était furieuse. Donc, ça commençait à bouillonner, et je me suis dit, mais je ne veux pas rester muet en tant que journaliste à voir ces choses et ne pas sortir. J'étais dans mon caleçon et j'ai pris mon tricot, j'ai pris ma carte, j'ai pris le soin de prendre ma carte de presse. Vous avez mis votre pantalon? Non, j'étais en shorts. D'accord. Et je suis arrivé, j'ai décliné mon identité, que je suis journaliste, et la chose se passe sous votre fenêtre. Ma fenêtre. Et le gars dit, tiens, viens, je vais mettre... Il prend ma carte, il dit que bon, qu'il a saisi ça. Ah, mais c'est quoi ça? Il a saisi pourquoi? Mais je veux savoir ce qui se passe. De ce quoi, quand il y a mort d'homme, c'est moi qu'on va interroger. Sous ma fenêtre? Sous ma fenêtre. Je ne peux pas rester muet, surtout que je suis présent. Et ça on a saisi votre carte. On m'a saisi ma carte. On l'a amené où? À la sûreté. Mais c'est quoi ça? Votre carte à la sûreté? À la sûreté. Donc c'est là où vous êtes allé retirer votre carte? Je suis allé retirer et de façon impolie, j'ai ramassé le directeur. De la sûreté? De la sûreté. Monsieur Mopiong, à l'époque. Vous n'avez pas respecté l'autorité? Non. Vous savez qu'on peut vous inculper pour ça? Non, heureusement que je l'ai fait.
Et c'est là que, mais si ce monsieur se comporte comme ça, c'est parce qu'on lui a fait un faux rapport. Voilà la crise. Les gens font de faux rapports. Oui. Et disent que bon, ça aussi c'est un autre problème. oui, que disent que non, que je suis venu faire l'autorité. Oui, que je suis venu bomber Matos, que je suis journaliste et que j'ai déjà ameuté les gens du quartier. Non, déjà c'est vrai qu'il y a un autre problème, une perception journaliste à force d'accord de sécurité, de l'ordre, c'est d'ailleurs qui vient s'en mêler. Moi, ce que je voudrais dire, Eric, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, l'origine même de la chose, c'est quoi? Les temps où naissaient effectivement ces forces en tenue kaki avec machin, ça symbolisait la répression. Ça a toujours symbolisé la répression. Et dans l'esprit des gens, cette idée répressive est restée pendant longtemps. Mais dire qu'ils ne font pas la sécurité, non, nous savons très bien qu'il y a un travail qui se fait. Sauf que ce que nous disons, c'est que le niveau est en train d'évoluer au sein des forces armées. Et il faut le saluer. Avant, ce que vous aviez, ce sont les gens, peut-être, excusez-moi, qui, n'ayant pas eu la chance de fréquenter, vont à l'armée par quête de survie. Oui. Non. Aujourd'hui, attention. Mais écoutez, Attention, j'arrive. J'ai pas encore fini mon développement. Oui, j'ai pas encore fini mon développement. Non, attention. N'oubliez quand même pas que ce que nous disons, s'il y a une vraie éducation, c'est ce que je dis, et que l'on comprend le travail d'autrui, et qu'il n'y a pas corruption, zèle et tout ce que nous sommes en train de déplorer, il n'y aurait pas de problème. Donc c'est parce que quelque part, il n'y a pas eu cette éducation. Oui. À comprendre le rôle de l'autre, à comprendre d'abord ce qu'on fait en tant que force de sécurité et de l'ordre. Les gens n'ont pas compris. On n'a pas choisi par pure vocation ou bien passion, c'est ce que je dis. On aime ce qu'on fait, on ne serait pas là. C'est parce que les gens, à un moment donné, on y est allé par quête de survie. Comme il le dit, pourquoi est-ce que l'étranger, quand il vient, c'est lui qui a le buste relevé plutôt qui marche? Il a fini de grincer les pattes des gens. C'est pas parce qu'on aime l'étranger parce qu'il est étranger. C'est ça, il y a une petite corruption. Et puis quand il évoquait le problème de clé, pourquoi est-ce qu'on vous arrache la clé? C'est une garantie que vous ne partez pas et qu'au bout de la discussion, vous allez glisser. Ça crée le besoin. Oui, je décris le fait. C'est pas l'idéal. C'est des choses à proscrire. Et je l'ai dit, dans certains cas, on arrête, on ne touche même pas la moto. On fait attention, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Je dis, c'est que les mauvaises pratiques, on les dénonce comme nous sommes en train de le faire, mais il faut promouvoir les bonnes pratiques. Donc si je dis, on met les bonnes pratiques, vous savez, il y a quelqu'un que je connais, et je lui ai dit la dernière fois que normalement, c'est un élément sur lequel on devait faire un reportage, le brandir comme un modèle pour la police nationale. L'officier Sec, je le connais particulièrement. Le monsieur là, quand la circulation est obstruée, quand il arrive, mon frère, mine de rien, en 2 minutes, il vous débloque la situation. Et je l'ai vu ces derniers temps-ci dans les rues, en train de former les jeunes agents. Il y a aussi une dame qui faisait ça à l'époque. On ne voit plus. Vous savez, ce sont des modèles, mais ce sont des modèles qu'on aurait pu filmer en activité et passer comme des spots publicitaires pour les gens. Quand on n'a pas ça... Vous savez, vous touchez un autre élément. Vous savez, avec cette histoire des smartphones maintenant, où on filme un peu partout, là. Il suffit de sortir un truc pour filmer. Même à la télévision qui vient, c'est pas autorisé. Vous n'avez pas le droit, vous filmez, on vous arrête. Non, mais écoutez, si c'est discuté, si c'est bien discuté, l'objectif pour lequel on veut faire le travail, il y a la prévention routière dans notre pays, non? Si on le fait, je vous assure, c'est parce que justement, écoutez, Eric, pour avoir l'autorisation, c'est très compliqué. Écoutez, Eric, si c'est bien élaboré, c'est cette méfiance justement qu'il faut briser. Quand c'est bien élaboré, et que l'objectif est commun, c'est bien présenté, on arrive quand même à faire quelque chose. Je dis, si on avait pris la dame là et l'officier Sec, on avait fait des reportages sur eux. Je sais que ça va gêner certains parce que c'est pas eux. C'est ce que tu es en train de dire. Mais si on avait fait un effort d'avoir des modèles comme ça, qu'on vend, et c'est ça que nous disons depuis quelques semaines ici, qu'il faut avoir des modèles comme ça à vendre aux gens qui sont en train de venir. Quand on n'a pas de modèle, on ne peut rien faire. Ça ne facilite pas l'éducation, la sensibilisation. Oui, Tchakala, et puis dans la parole, Thierry. Non, mais tout simplement, nous voudrions quand même qu'il y ait un dégel dans les rapports entre les corps habillés et nous. Et cela passe par la sensibilisation. Il faudrait quand même qu'au niveau de la hiérarchie militaire,
que les gens s'adonnent à fond avec une certaine sincérité. Vous savez, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'au moment où nos agents, nos corps habillés ont un niveau d'instruction très élevé, c'est en ce moment qu'il y a eu que le fossé se creuse entre ces corps habillés et nous. Il y a quelques années, plus de 30 ans en arrière, mais le corps habillé, c'est l'élément qui rassure. C'est l'élément que quand vous êtes en situation, que vous le voyez, vous dites, ah, vous êtes sauvé. Mais depuis quelque temps, pourquoi il y a eu cette cassure dans les rapports que nous entretenons et nous? Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. On a essayé d'instrumentaliser ce corps. On a essayé d'opposer les civils au corps habillé. On a essayé de dire que, ah tiens, ce sont les civils qui ne veulent pas de votre bonheur parce qu'ils font ci et ça. Donc, je crois que les gens ont gardé donc, ça. Il faut aussi dire aux citoyens que les forces de sécurité, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Non. Ce sont des membres de notre famille. Les civils le savent déjà. Il appartient maintenant à la hiérarchie militaire, aux choses là, de marteler haut et fort que non. Avant d'être encore habillé, vous étiez civil. Donc, vous et eux, vous constituez un seul. Et vous êtes liés pour une même cause. Pourquoi certaines fois, quand il y a des situations qui naissent dans le pays, on demande à ce qu'il y ait une collaboration franche et sincère entre les civils et les militaires? C'est parce qu'on sait qu'il y a une certaine complémentarité entre eux et nous. Donc, vivement quand même que la sensibilisation, l'information et l'éducation se poursuivent. Parce que c'est le pays qui aura gagné si on arrivait quand même à créer cette symbiose-là entre eux et nous. Quand il y a quelque chose quelque part, les corps habillés ne sont pas un peu partout. Bah, par contre, les civils, on les voit un peu partout. Donc, s'il y a une situation quelque part, vous voyez des gens arborer des comportements un peu suspects, il appartient aux civils d'aller dire, ah tiens, on a vu telle situation dans tel coin, et bon, vous voyez. Et donc, quand on compléter, ça devient compliqué. Même l'autorité en est consciente. C'est pourquoi il y avait eu un temps la création de la police de proximité. Oui. Ça existe toujours. Mais est-ce que ça a prospéré? Ça n'a même pas prospéré. C'est resté à l'étape du lancement. Je crois, Eric, il y a ce qu'ils font, c'est un travail à louer, et que les gens comprennent que nous ne payons pas en noir tout ce qu'ils abattent comme non, travail. Pas forcément. Puisque il y a un confrère qui nous suit et qui nous disait par rapport à la question concernant le reportage que c'est possible aujourd'hui qu'on pouvait approcher la direction de la sécurité routière et les accompagner dans le travail qu'ils sont en train de faire, puisque ce matin même en venant ici, je crois que j'ai été interpellé par les éléments de cette direction. J'ai dû me stationner un tout petit peu. Ils voulaient passer au contrôle, mais j'ai commencé avec eux et je leur ai dit que voilà, je venais à l'émission. Ah, vous n'étiez pas à jour. Non, on n'a pas allé au bout du contrôle. Mais le temps faisant défaut, je leur ai expliqué comme quoi je venais en émission ici et ils ont dû me laisser venir. D'accord. Alors, donc l'émission vous a sauvé un petit peu. Mais moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Oui, je suis pas d'accord aussi. Juste pour dire que juste pour dire que il faut savoir aussi, il faut savoir aussi, il faut savoir aussi tenir. Message à Eric. Il faut savoir aussi tenir. Lorsqu'on nous arrête pour les contrôles, il faut savoir le discours qu'il faut tenir. Parce que faut pas les braquer aussi. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est pas un travail facile. Des fois, ils sont sous le soleil, dans la pluie et tout cela. Ils sont stressés. On doit aussi les aider. Oui, bien sûr. Et il ne faut pas forcément les voir en ennemis. Il faudrait savoir qu'ils sont là pour que parce qu'il y a un fait, je remarque des fois, excusez-moi de l'évoquer, mais il y a certains de nos compatriotes en circulation, quand la police les arrête, ne serait-ce que pour un contrôle de routine, ils froncent la mine. Voilà. Ils sont sur leur nerf en même temps. Non, alors que ceux qui sont en face, qui sont des policiers, ils veulent juste procéder à un contrôle de routine. On a des idées reçues, qu'ils sont là pour forcément percevoir le raquettage. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Le raquettage qu'il y a eu entre-temps.
Je sais que maintenant, on les a assez sensibilisés. Mais ça se poursuit toujours. Ça se poursuit, mais pas avec la même, intensité. Aujourd'hui, ils négocient, ils disent, bon, non, chef. Non, bon, c'est des gens même parfois. Ça dépend. Nous vous protégeons, bon, non, il faut faire quelque chose pour notre café. Ça dépend. Oui, ça aussi, ça dépend. Non, ceux qui font la patrouille, qui font la sécurité. Ils sont gentils quand même. Ils sont plus ou moins des militaires. Eux, souvent, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'exigent pas une somme de vous. Non. Mais quand ils finissent de faire le contrôle parce que vous avez été courtois, comme le disait Thierry Afanoukoé, moi je fais beaucoup d'expériences, je peux témoigner de ce sujet parce que je le vis tous les jours. Moi je fais le parcours la nuit, je ne sais même plus combien de fois on m'arrête, mais c'est des gens franchement, quand vous avez le bon discours comme le disait Thierry Afanoukoé, ils vous écoutent du moins. Oui. Et ceux qui sont militaires qui font la patrouille, qui ne sont pas dans le contrôle effectivement des pièces et autres, ils veulent s'assurer que votre capot n'est pas bourré d'armes. Oui. Il faut dire les choses telles quelles. Vous ouvrez gentiment. Parfois même quand vous descendez, vous les rassurez. Ils savent que vous n'avez rien à vous reprocher. Ils vous disent non monsieur, refermez, partez. Mais celui qui est gentil vous dit ah chef, mais notre café vous-même vous savez qui fait nuit. Mais ça c'est courtois. Ça c'est courtois entre nous. Ça c'est bon même pour les réactions. Ça c'est bon même pour le. C'est 100 francs ça. Ça c'est bon même pour le dégel. Ça c'est bon même pour le dégel. Ça c'est bon même s'il vous plaît pour le dégel des relations dont parlait Alirou Tchakala tout à l'heure. L'autre fait, c'est que là, on doit aborder un second. L'autre fait, c'est que le policier aujourd'hui n'exige pas forcément une somme, mais si vous-même vous savez vous y prendre, c'est bon. Mais faut-il encourager ces genres de pratiques? Non. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que Thierry Afanoukoé aurait pu s'arrêter et aller au bout du contrôle. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Mais Eric, ils sont ouverts. Nous devons faire un travail avec eux. Oui, bien sûr. Ce sont nos frères. Ce que j'allais ajouter, c'est comme, vous savez, les échéances électorales arrivent. Bientôt, les institutions dans notre domaine vont nous réunir. La responsabilité du journaliste. Ah ouais, une façon de conditionner à peu près. Je crois que ce conditionnement-là aurait pu être fait tout le temps. Par exemple, le problème dont nous parlons aujourd'hui, il faut mettre la presse à contribution. On fait un travail où on réunit effectivement les institutions, disons la hiérarchie de ces forces-là. On fait une réunion, qu'on définisse une feuille de route. Et qui est vraiment, c'est-à-dire que la mise en confiance. Il semble que le flic n'est pas notre ami. Hein. Non, en fait, le problème, les officiers comprennent, c'est les hommes de terrain qui créent plus de problèmes. Non, oui. Parce que ces rencontres dont vous parlez, qui est-ce qui viennent à ces rencontres? Non, c'est la hiérarchie. Alors que nous, on veut cette Non, mais quand nous on finit... Ce ne sont pas les hommes du terrain. Non, écoutez, quand on finit de faire le travail, chacun retourne à la sensibilisation. C'est un peu évident. En interne, vous savez, les gens, à partir du moment où une presse fait un effort pour se crédibiliser, quand la presse sort et qu'on parle de ce qui s'est passé, de ce que l'on va faire, on dit à la population la tenue à avoir, on dit aux militaires, aux forces de l'ordre et de sécurité, la tenue à avoir. La communication. Je vois ici dans une posture idéaliste, non? Non, c'est pas ça. Mais c'est possible d'y arriver. C'est la posture idéaliste. Il suffit de promouvoir les bonnes pratiques. Ici, déjà, les barrettes, ils prennent le poids des barrettes et ils ne répercutent pas ce qu'ils ont appris à ceux-là qui sont sur le terrain. Non. Les séminaires, on en a fait. On a cohabité ces officiers supérieurs, ces commissaires, ces officiers de police. Mais c'est sporadique. La répercussion c'est sporadique. Il faut une régularité, une constance. Armée, nation. Mais on va faire ça comment? On ne va pas passer des décennies à faire la même chose. Il faudrait que chacun... L'officier d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Monsieur, merci beaucoup. On a compris. On va passer à notre sujet avant la pause publicitaire. Parce que voilà, on ne pourra pas le finir aujourd'hui. Je voudrais vous interroger par rapport à l'éducation. Visiblement, on tend vers la résolution du problème au niveau de l'éducation. Le Premier ministre hier a reçu le groupe de travail qui lui a remis le rapport. Et visiblement, ça doit pouvoir aller. On tend vers la fin. Tchakala, allez-vous. Non, mais je ça, crois c'est une bonne chose. Non, c'est plutôt source d'inquiétude. C'est pas la première fois. Non, attendez. C'est pas la non, laissez-moi m'exprimer. C'est pas la première fois qu'on voit le Premier ministre réceptionner de tels documents. Les groupes de travail, on en crée tous les jours pour les mêmes faits, pour les mêmes situations. Il nous en souvient qu'il y a quelques années, ou il y a quelques mois, on s'est donné à cœur joie à cette même pratique, où on a remis un document, les gens avaient le sourire jusqu'aux oreilles, que bientôt c'est la fin de la crise, on a fait de longs discours, on a tout dit, mais par après, on est retourné
dans une situation encore plus soutenue que ce que nous avions vécu et qui a suscité la création de ces groupes de travail. Maintenant, nous y sommes encore. Non. C'est comme nous jouons au Sisyphe. Tout le temps, il faut refaire la même chose. C'est qu'on ne se lasse pas de le faire aussi. On le fait. Mais c'est la pratique qui compte. Il ne sert à rien de se retrouver, de pondre des documents, de dire que, ah tiens, bientôt c'est la fin de la crise. Mais c'est l'usage qu'on en fera de ces documents-là pour sortir le système éducatif de sa situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, moi je qu'on ait remis un document au chef du gouvernement. Ce n'est pas la fin de la crise. On a vécu déjà des situations pareilles. On en a vu. Où on a dit que non, à partir de la rentrée 2018-2019, et le statut particulier sera opérationnel, on va faire ci, on va faire ça. Mais ce qui est tout déplorable, c'est que nous avions constaté que c'est en ce moment même que les mouvements ont connu une certaine acuité et les gens avaient arboré des positions encore plus tranchées parce que d'un côté ou de l'autre, on n'a pas su respecter les engagements qui sont pris. Vivement que ce ne soit plus cet aspect folklorique de la chose où on vient, on remet un document et on dit enfin nous y sommes et c'est bientôt la fin, le bout du tunnel, on le verra bientôt et que on retombe encore dans des situations qui, ma foi, vont encore plomber. Alors, hier, à la réception du document, le Premier ministre, selon les informations qui nous sont parvenues, le Premier ministre a promis d'examiner le contenu du rapport, comme d'habitude, en tenant compte des possibilités du gouvernement. Ça veut tout dire, Isidore? Non, c'est du saupoudrage. Non, ayons le courage. Non, ayons le courage de le dire. Et chacun vient de le dire. Et on a promis au corps enseignant que le statut sera opérationnel en début d'année. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Rien n'y fit. Donc, on a l'impression qu'il y a un mépris et cette propension à jouer au chrono, à faire du dilatoire avec des engagements pris vis-à-vis des corps. Moi, j'arrive pas à comprendre. On ne respecte pas finalement. On ne respecte pas. Et la confiance s'est effritée. C'est ça, la crise de confiance entre la population et nos gouvernants, et sur tous les plans. Voyez-vous, nous sommes à quelques semaines des examens. Oui. Mais quand vous comptez les heures de cours qui est fait, mais on se pose la question, quel est le prérequis, sur quel chapitre on va interroger, sur quoi? Vous allez voir encore, c'est cette année que le taux de réussite va augmenter. Curieusement. Alors que on n'a pas respecté le volume horaire. Mais on a eu tout ça fait l'enseignement. Puisque l'examen va porter essentiellement sur ce qu'on a fait à l'école. Donc si les enfants ont dû maîtriser. Si vous avez 20 chapitres, à faire, vous ne faites que 2. Donc quand vous êtes sur les 2, c'est facile à assimiler. C'est facile à assimiler. Pourquoi voudriez-vous qu'on aille évaluer les gens? Là, vous allez traîner des tards. Vous allez traîner des tards. Il y a pas ici l'autre fois. Pourquoi vous voudriez le type de citoyen conforme pour le Togo de demain. C'est là où moi je m'inquiète. Non, et ce que moi je voudrais dire, je l'introduisais tout à l'heure. On a 5 minutes, on va se le partager. On n'ira pas évaluer les gens sur ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, bon, d'accord. Oui, c'est pas l'idéal. Oui, c'est pas l'idéal. C'est un problème. C'est un problème. C'est pas l'idéal et c'est ce que nous soulignons la dernière fois ici. Mais ce que je voudrais dire, c'est que avant qu'on en arrive au statut, il faut quand même reconnaître que il y a eu une phase où il y a eu des gestes qui ont été faits. Ce que nous pouvons déplorer, c'est cette crise de confiance sur laquelle moi j'insiste encore. Aujourd'hui, sur tous les plans, comme le disait notre confrère, c'est que le Togolais ne se reconnaît pas dans nos institutions. Parce que vous voyez, quand vous ne respectez pas la parole donnée, vous perdez de votre valeur, de votre crédibilité. Et c'est à ça qu'on a assisté ces derniers temps. Le manque de communication de la part du gouvernement, de manière globale, où on ne communique pas avec le peuple, où on fixe, c'est-à-dire que des échéances qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas respecter, parce qu'il y a des problèmes sous-jacents qu'on connaît mieux que celui qui revendique. Les échéances, il ne faut pas les fixer de cette façon-là. Ou quand vous les fixez et qu'à l'approche, vous ne pouvez pas tenir les engagements, soyez les premiers à convier à une rencontre d'explication. C'est ça ce que moi je déplore, qui n'a pas été fait où on laisse les gens comme ça, livrés à eux-mêmes.
les supputations vont bon train. À un moment donné, on vous dit qu'à un niveau donné, on a instruit. Mais dans l'applicabilité, il y a des problèmes qu'on ne peut pas évoquer. Mais les gens se disent finalement, on n'a pas de considération pour nous. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans le domaine de la santé. Oui. Il y a la question de la responsabilité de ceux qui revendiquent, d'accord, par rapport à ce qu'ils ont choisi comme métier. Mais il faut que le décideur aussi puisse expliquer les difficultés qu'il a. Et quand il prend un engagement, qu'il puisse le respecter. Si c'est pas possible, c'est de revenir expliquer les difficultés qu'on a. Les gens, vous savez, ils aiment qu'on les écoute. Il suffit d'écouter un homme qui revendique. Déjà, vous arrivez à moitié à réduire un peu son inquiétude, sa colère, d'accord, son état d'âme. Mais quand on ne communique pas, les gens sont livrés à eux-mêmes. Vous voyez, on n'en fait qu'à sa tête. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Donc moi, je crois que c'est ça le vrai problème. C'est de prendre des engagements, de les respecter, mais de communiquer surtout. Bien. Thierry Afanokwe. Oui, Eric, le constat est clair hein, sur toute la ligne. Les enseignants sont dans l'attente. Hein. Sur toute la ligne, le Premier ministre, il a échoué. Il a échoué. Il n'est pas là pour réceptionner des documents, des conclusions des groupes de travail créés ici. Mais pour régler le problème, il faut savoir le problème. Il est là pour apporter des solutions. Oui, mais on a diagnostiqué, sur quoi le problème il s'était basé pour promettre aux enseignants que d'ici la rentrée prochaine, ils auront leur statut particulier. La rentrée en cours ou bien bon, voilà, la rentrée en cours. Sur quoi il s'était basé? Alors, le gars, il a échoué sur toute la ligne. Qui vous dit que après cette remise-là, à la reprise des cours, il n'y aura plus encore de mouvement? Voilà le problème qui se pose. Actuellement, c'est la calmie parce que c'est le congé de Pâques. Les élèves reviendront, je pense, le 2 ou le 1er, le 3 avril. C'est dans une semaine. Vous voyez, il y a trop de dilatoires. Depuis que les travaux ont abouti, vous avez vu le temps qu'ils ont mis pour que ce n'est qu'hier qui s'est décidé à avoir les conclusions des travaux. Non, soyons sérieux. Il faut apporter la solution qu'il faut au problème posé. Ou encore, s'il n'est pas en mesure, du moment où il a pris le devant des choses, je me dis qu'il a la solution. Qu'il s'entoure des techniciens, qu'on puisse l'aider à apporter... C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir tenir des discours de syndicalistes à ces enseignants-là. Si les caisses sont vides, il faut les rassembler. Il s'agit en réalité de l'argent. Oui, il s'agit de l'argent. Mais quand vous avez fait, Eric, prenons l'exemple de cette manière. Vous avez votre enfant, vous lui avez fait une promesse que tiens, à ton anniversaire, je vais t'offrir un vélo. Voilà que les jours approchent. Et vous voyez vos poches. Vous n'avez pas les moyens pour lui offrir le vélo. Mais il faut l'appeler. Il dit, mais mon fils, voilà. Mais ton vélo, tu l'auras. Et l'amener marcher, marcher peut-être à la plage et causer avec lui. C'est ça. Si c'est ce qu'il aime aussi. C'est évident. Il manque de méthodologie, de stratégie. Non mais Eric, en plus c'est que le problème ne date pas d'aujourd'hui. À partir du moment que la crise a, c'est-à-dire que des relents historiques et que ça dure depuis longtemps, c'est que graduellement, on aurait pu mettre... Je vous redonne la parole. Sur Taxi FM. L'info roule. Retour en studio avec mes confrères Isidore Akolor, Kenanou Issifou, Thierry Afanokwe et Tchakala Alirou. Nous parlions de l'éducation tout à l'heure et notamment du Premier ministre qui a reçu les documents. De l'enseignement, pas d'éducation. Oui. De l'enseignement. Il n'y a plus d'éducation au Togo. Voilà. Non, le problème que mon ami Isidore Akolor est en train de poser, ça fait rire même. C'est très grave. C'est très grave. Nous l'avons dit, qui nous sommes en train de former. Je l'ai dit, la crise, elle était là depuis très très longtemps. Si on avait la volonté d'arriver à un certain palier où, même si ce n'est pas résolu, on crée des conditions de règlement de ce problème, je crois qu'on n'arriverait pas, c'est-à-dire à ces mouvements d'humeur. C'est ce que moi je voulais dire pour finir, c'est-à-dire que mon propos. Il faut créer des conditions de résolution de la crise, où on a des rencontres périodiques, on a des choses, un groupe de contact, comme je le dis, qui fait un travail régulier. Mais le groupe est là. Mais le groupe de contact est là. Les gens discutent. Le groupe est là. Concret. Non, mais attention, c'est quelle discussion les gens vont mener?
Si les gens avaient des discussions, c'est pas aujourd'hui qu'on va demander aux gens d'aller concevoir un nouveau document et de l'amener. C'est qu'on avait un document qu'on mettait là, on a une feuille de route qu'on présente aux gens. Le travail qu'on a fait en coulisses depuis, voilà ce dont ça a accouché. Et nous avons une feuille de route que nous allons suivre, que nous sommes en train d'appeler les conditions de résolution de la crise, Eric. Non, un petit bémol, et je ne souhaite pas être à la place de Selon Klassou, parce que c'est tant mieux. Oui, c'est le premier des ministres, il n'est pas le premier ministre. C'est le premier des ministres. Qui n'est pas le premier ministre. Et c'est mais quand même, il a dépouillé de toute sa substance. C'est un coursier, non, mais un valet du président de la République. Non, on va pas être dans l'extrême. Non, c'est pas l'extrême. Non, c'est ça. Non, écoutez, c'est ce qui est dans notre constitution. Disons que c'est le premier ministre de Faure Gnassingbé. C'est mieux. Donc, bon, moi je maintiens qu'il est devenu le valet du président de la République. Non, puisque le poste de premier ministre est vidé de sa substance. Ce n'est pas lui qui dirige le gouvernement. Donc, c'est lui le chef du gouvernement. Bon, le premier ministre est le chef du gouvernement. C'est sur le papier. Est-ce qu'il en a les moyens? Il ne s'est pas plaint. Allons-y dans l'essentiel. Bon, mais c'est en cela que je dis que je trouve que bon, je ne souhaite pas être à sa place. Et il faudrait que, bon, soit on change de régime, qu'on soit dans un régime présidentiel, on sait que c'est le président qui décide de tout. Et ne pas créer un poste de premier ministre comme qui ne vaut le Tchadien. Idriss Déby est en train de le faire. Oui, voilà, parce que c'est ça le problème. On peut amener même Barack Obama au Togo pour être premier ministre, il ne fera rien. Bien. Vous avez vu le cas de Rumbo? Vous avez vu le cas de Rumbo? On doit travailler, hein. Mais il a essayé, finalement. Il a été... Donnons 2 ans, il a été l'homme, je crois que... Rumbo était venu, il a dit que le lait va couler dans 6 mois, le lait allait couler dans nos robinets. Mais quand on a vu ça, des cafés qui sortaient, finalement. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde notre sujet. C'est cette polémique qui a été enclenchée depuis quelques temps autour de la commune Zio 2. Une rivalité claire aujourd'hui entre Michin Tové et son frère voisin, c'est Covier. Ce matin encore, le confrère Le Libéral aussi, à l'instar d'autres journaux qui en ont parlé abondamment et bruyamment d'ailleurs. Le journal Le Libéral parle de polémique, polémique finalement inutile autour de cette histoire, moi je dirais. Comment est-ce que vous comprenez ça? C'est la décentralisation telle qu'engagée qui est en cours là, Tchakala Liro? Non, je crois qu'à cette allure, il faut tout démonter et repartir sur des bases encore plus saines. Ailleurs, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est à Covier et à Michin Tové? Pourquoi il y a une autre localité dans le Wawa, il me semble? Oui. Également Pouka hier, Baga, avant-hier, je ne sais pas ce que je vais dire. Les gens veulent réécrire l'histoire à leur manière. Moi, je n'ai jamais entendu parler de Covier il y a quelques années. C'est Michin Tové. On ne va pas réécrire l'histoire pour les beaux yeux, pour faire plaisir à certains. Non. On est en train... Vous savez, nous nous plaignons que l'histoire du Togo, telle qu'on nous l'a enseignée il y a peu, comporte en elle des manquements graves. Les gens ont voulu personnaliser l'histoire. Il y a des doutes autour de l'histoire du Togo aujourd'hui. Et on est en train d'en créer aujourd'hui. Mais je suis scandalisé qu'on me dise que parce qu'il y a le riz de Covier, qu'il y a pisciculture, qu'il y a tout ça là, qu'il y a un sanctuaire marial là-bas, mais quand même, c'est moche comme argument. Je ne suis pas en train de m'attaquer à ça, mais prenons un peu l'histoire. Entre Michin Tové et Covier, moi, quand j'étais encore élève, le nom Michin Tové, dans les cours d'histoire, on en avait encore des bribes. C'est quand je suis devenu étudiant que, bon, je sais qu'il y a un coin appelé Covier. Et brutalement, certains, pour agresser l'histoire et la réécrire à leur façon, sont en train maintenant de dire que non. Ils agressent l'histoire. Non, c'est une agression contre l'histoire. Ils sont en train d'agresser méchamment l'histoire en faisant de Covier la super ville. Bon, moi, je suis d'Assoli. À Assoli, il y a un village appelé Aledjo où il y a des religieux. Il y a une antenne de relais et de la TVT. De la TVT. Et pas très loin de là, il y a un centre de formation des bérets rouges où les gens viennent d'un peu partout. Pas pour autant, Aledjo ou Pewa ne vont pas réclamer que se substituer à Bafilo. Ou à commander à chose. Non, l'histoire, il nous appartient quand même de refaire l'histoire en
posant les fondamentaux qui existaient, mais pas en édulcorant les choses comme on le veut, à notre guise. Mais on est en train de créer des frustrations. Quand on se réclame d'un bord, on fait tout pour que ce bord-là ait des assises un peu plus solides. Maintenant, vous pensez que demain, des gens comme ça, qui sont en train de changer la donne, vont aller parler à ces gens-là qu'ils ont frustrés, qu'ils ont dépossédés de leur fierté. Ça va être compliqué Ça à va gérer. être compliqué sur le terrain. Alors, on est en train de créer des braises un peu partout, finalement, avec cette histoire de On allume les décentralisation. choses un On peu allume les braises. Non, la décentralisation est mal partie au Togo. Et à cette allure, les populations finiront par se cogner. Et connaissez un On peu. est en train de les opposer. Mais on est en train de les opposer. Est-ce que c'est Et vous savez comment ça se qui passe les finalement? oppose? Mais c'est Le comité technique qui a fait le travail, parce qu'on me dit qu'il y a un comité qui a fait le travail. C'est la politique. Et on a tenu compte de beaucoup d'éléments. C'est la politisation à outrance. Voilà. C'est une politisation à outrance. Et c'est de ma cinquantaine d'années déjà, depuis que moi j'ai connu ce milieu-là, c'est Michintové. Même si aujourd'hui, on nous fait croire que Kovie est plus développé que Michintové, mais Michintové a un nom. Rentrez dans l'histoire. Même les Allemands connaissaient Michintové avant que le Kovie ne naisse. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des infrastructures à Michintové? Il faut en créer. Il faut en créer. Pourquoi pas? Faut pas comment dire, spolier, comment appelle-t-on, une localité au profit d'une autre localité. Moi, je crois qu'on est en train d'opposer les mêmes fils d'une région et les gens s'y adonnent. Moi, ça me fait mal. Et que, désolé, alors, qu'est-ce qui entretient ça, finalement? Bon, c'est la politique. Vous avez vu des cadres, on va dire que non, il y a des cadres qui sont plus nantis au niveau de Kovie que de Tové, Michintové. C'est ce qu'on va nous faire croire. Et c'est ce qui se susurre. Même si les gens se dédouanent, mais il y a le non-dit. Oui, à travers les discours. On écoute le nom de... Moi, Non, je ne vais citer aucun nom. Je ne vais citer aucun nom. Non, Mais on va vous ça s'est passé à Wawa. On a cité le nom d'un ministre qui a démenti l'information, mais ça persiste. Donc, à cette allure, la décentralisation risque de battre les... Lorsqu'on va entamer la phase opérationnalisation de cette question-là... Mais les gens vont... Des empoignades, ça n'a pas fini. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Alors, Eric, attends, moi, à un moment donné, je suis confus. Hein, je suis confus, je me pose beaucoup de questions. Parce que, au départ de cette histoire, c'est sûr que les journalistes ont fait un travail, ils sont allés recouper les informations et qu'aujourd'hui, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait un travail, ils ont interrogé des populations et c'est ce que nous aussi, je nous invite à faire prochainement et comme ça, on saura. C'est-à-dire qu'on aura plus d'éléments pour... Ici, l'histoire est têtue. Non, on ne peut pas tronquer l'histoire aujourd'hui. Attention à Isidore Akolor. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Mais, je dis, quand on est dans une phase, d'accord, un processus, et que le processus prend en compte de nouveaux éléments qui n'existaient pas. Parce que, selon les informations que nous avons reçues dernièrement, c'est parce qu'il y a eu de nouveaux éléments qui n'existaient pas et qui pouvaient faire... C'est-à-dire que peser la balance, la faire basculer du côté de Kovie. Sachant que l'histoire est têtue, ce qu'on aurait dû faire effectivement. Le balai, au niveau de la communication, de la sensibilisation, devait commencer pour essayer d'expliquer aux gens ce qui va se passer et s'il faut redéfinir les critères. Reverser de nouveaux éléments à ces critères-là pour qu'au moment où on attribue, les gens puissent comprendre ce sur quoi s'est-on basé pour attribuer. Ça n'a pas été fait. Quand les gens sont là, ils s'attendent à ce que, bon, écoutez, pendant longtemps, ça a été toujours notre localité. Et que même les gens qui reçoivent aujourd'hui ce chef-lieu de commune ont toujours reconnu que l'autre localité a toujours été celle qui avait la précédence sur la leur. Parce que moi, j'ai parlé avec des journalistes qui sont de cette localité au départ de cette crise. J'ai participé à une émission sur Radio Zéphyr avec un jeune de Michintové qui était venu, qui est spécialiste même de la décentralisation, qui a été formé,
qui est venu avec des documents que j'ai cherché à fouiller après. Mais selon ce que j'ai sur ce document, si c'est le plus crédible, les 4 critères définis pour attribuer le chef-lieu de commune à Tovier, je crois quand même qu'en plus du critère historique, comme le disait Isidore Akolo tout à l'heure, qui donne, c'est-à-dire un socle à Kovier, à Tchevier, à Michin Tové, je crois quand même qu'à un moment donné, on aurait pu peut-être s'en tenir là. Mais je dis, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu de nouveaux éléments. Si ces nouveaux éléments sont là et que c'est avéré, il fallait préparer les populations, les esprits à ça. Parce que aujourd'hui, les esprits sont armés. Où allons-nous? C'est pour ça que nous disons ça. Oui. Puisque aujourd'hui, il y a un problème sur le terrain, il y a frustration, on est en train d'aller vers effectivement ce que nous ne souhaitons pas. Oui. Les esprits sont armés sur le terrain. Et très 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 surchauffés. Et puis dans cette histoire-là, quand on sent déjà, on aurait pu peut-être différer cette décision. Ou bien peut-être faire attendre, ou alors, comme je le dis, aller sur le terrain pour préparer les gens. Je ne suis pas sûr que ça a été fait, sinon on n'en serait pas là où aujourd'hui il y a une crise. Et demain, est-ce que les gens vont pouvoir travailler avec leurs administrés? Voilà, très, très. Oui, je crois qu'il n'y a pas, ou du moins l'histoire est une science qui n'est pas exacte. Chacun détient un pan de l'histoire. Pour mieux cerner ce problème, je crois qu'il faut bien maîtriser les critères qui entrent en jeu pour déterminer ou attribuer la commune à tel canton, le chef-lieu de commune à un canton ou à un autre. Mais ce que moi je vais dire, c'est que ces 2 cantons sont des frères, hein, c'est des cantons voisins, et je crois qu'il est encore possible que les cadres de ces 2 cantons-là puissent... Oui, sur l'essentiel, parce qu'ils partagent beaucoup de choses. Ils partagent beaucoup de choses. Il n'est pas lieu aujourd'hui de saper le vivre ensemble dans ce milieu. Ah oui, le vivre ensemble, il va falloir préserver tout ça. Je voulais juste faire un parallèle. Vous connaissez bien le chef-lieu de la région maritime? Oui, c'est Tchévier. Qu'est-ce que Tchévier a de plus que le Lomé? Tchévier. Peut-être Lomé est déjà la capitale. Et alors, Lomé pouvait être aussi le chef-lieu. Pourquoi? Raison de plus pour donner le chef-lieu de la région maritime à Lomé. Parce qu'à Lomé, il y a des infrastructures. Des infrastructures. Alors, la nuance que... C'est la capitale, donc on veut... Ah, ok, merci. Non. Alors, Eric, ce que je voulais dire, pour compléter ce que Thierry Afanoukou a dit, c'est que l'émission à laquelle j'ai participé, les jeunes avec qui j'étais, ont tenu une posture qui m'a beaucoup plu. Ils étaient ceux qui avaient le sang chaud, qui pouvaient faire du tapage. Mais le jour-là, j'ai été, c'est-à-dire que surpris, agréablement, de voir que ce sont eux plutôt qui étaient en train de prôner l'apaisement. Et ils ont dit qu'il n'est pas bon que certains compères de Kovier aillent encore sur les antennes et proférer des menaces et des appels à la haine. Que eux, dans leur camp, ils sont allés vers leur cadre, leur grand frère, pour leur dire non, n'allons pas au conflit. Prenons le devant des choses, faisons des démarches auprès de nos cadres pour qu'ils puissent s'asseoir et qu'on nous réunisse. Peut-être arrivera-t-on à trouver une alternative, de manière à ce que la paix civile ne soit pas menacée. Et ça, c'est ce que nous pouvons recommander aux uns aux autres. Parfait. Oui, Tchakala. Entre-temps, c'était Saint-Cassé, où les jeunes avaient même cherché des souches pour bloquer la nationale numéro 1. Entre-temps, c'était à Guérin-Kouka. Oui. Et dans le Wawa, avec c'est nous. Et aujourd'hui, ça naît encore avec chose. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas donner les vrais noms. Il paraît que c'est Adédia qui tire les mauvaises ficelles. Non, il faudrait que... Son nom a été entendu. Son nom a été cité plusieurs fois. Mais je ne pense pas qu'on puisse être à un certain niveau et qu'on soit dans cette posture-là de pouvoir créer des situations de fait qui naissent des étincelles entre les communautés qui sont censées vivre en harmonie. Cette situation, on peut la gérer, que ce soit Kovier. Mais ce qui est un peu frustrant et choquant, ce soit les arguments
qui sont avancés pour justifier l'injustifiable. Et mon confrère Isidore a dit quelque chose de très sensé aujourd'hui. Quand on va dire que non, il y a des zones, une riziculture, qui a le riz de Combien, qui a des piscicultures, même des... Mais c'est des arguments qui doivent faire mal à l'autre camp. Ah oui, vous estimez que c'est des trucs... Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Prends ça pour légitimer une situation qui est en train de quand même créer une dissension entre des peuples appelés à vivre ensemble, à développer de façon collégiale leur milieu, mais ça fait un peu bas. Il faut que les cadres développent leur milieu. Eric, justement, je ne dédouane personne. L'émission à laquelle j'ai participé, je le dis encore, moi c'est ma référence parce que j'ai été instruit beaucoup par les documents que j'ai vus et l'attitude de ces jeunes-là qui sont de Michel Tové. Effectivement, quand ce nom a été cité, puisque c'est le cadre aujourd'hui le plus à un niveau donné, qui est plus proche effectivement du parti, qui est vice-président du parti d'ailleurs. Non, mais il est vice-président du parti, donc il peut être appelé. Non, il est vice-président du parti uni. Il peut être appelé à ses fonctions. Pourquoi pas? Tout le monde peut devenir président de la République. Les jeunes sont allés le voir, effectivement, parce que son nom revenait. C'est ce que les jeunes ont raconté. Je n'invente rien. Ils sont allés le voir parce que, effectivement, soupçonnant. Mais l'attitude qu'ils ont adoptée, c'est quoi? Quand ils sont allés, déjà dit qu'il n'est lié ni de près ni de loin en cette histoire. Les jeunes ont dit certes, oui. Mais vu que vous êtes le cadre supérieur de notre région et que vous êtes proche des autorités, votre voix porte. Nous vous demandons justement d'intervenir dans ce sens-là pour qu'au moins, au niveau de la base, qu'on maintienne cette paix civile-là et que l'histoire soit rétablie. Je ne sais pas ce qu'il en est, c'est pour ça que je dis, une certaine presse est en train de faire un travail. Faisons un travail de fond, nous tous, pour recouper les éléments. Si à Covier, il n'y a pas de... Si à Michintové, il n'y a pas de riziculture, il n'y a pas de projet partant, si c'est l'histoire qui est têtue, pour qu'on mette ça là-bas, pour qu'on puisse situer l'opinion, c'est important. Sinon demain ça va être à Soli chez toi à Lirou Tchakala avec Aledjo et les sœurs. Mon village est juste à côté. Ça t'arrange. Si c'est Aledjo, ça m'arrange. Monsieur, merci beaucoup. On va parler politique. Nous avons encore 13 minutes de temps d'antenne. Politique avec la dernière discussion. Vendredi dernier, les acteurs se sont de nouveau séparés. Ils se sont donné rendez-vous à une date ultérieure. On aura compris qu'au niveau de la coalition, on semble faire un petit pas, mais quand on lit les choses véritablement, on se rend compte que la coalition des 14 politiques n'a jamais quitté son idée du début, à savoir le retour à la constitution originelle de 1992. En plus de cela, la coalition parle aujourd'hui clairement de la transition. Faure Gnassingbé peut être là jusqu'en 2020 et il n'est plus candidat. Non, mais alors, Tipi a dit le contraire, hein. Ce discours qu'on a entendu jusqu'à hier soir, le président du PNP, Tipi Atadam, sur une radio de la diaspora, radio à vous l'été, FM Liberté, dit clairement que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir ici et maintenant. Il n'est pas dans la transition. La transition se fera sans Faure Gnassingbé. Et en 2020, il ne reviendra pour être candidat pour les élections. Est-ce que ça ne complique pas la situation? Isidore Akola d'abord. Très bien, merci. Non, moi, je m'embrouille dans tous ces débats. Ne vous embrouillez pas, monsieur. Non, au fait, la sortie de Tipi, la fois dernière, m'a un peu surpris. Et ça conforte ceux qui disent que, bon, au sein de ces 14, les gens ne parlent pas d'une seule voix. Et ça m'a un peu choqué. Mais parlant même de la transition jusqu'à 2020, moi, ça me pose un petit problème. Si tant est que on va restaurer les articles fondamentaux de la Constitution de 92 et on redonne au Premier ministre tout son poids et que le Premier ministre sera choisi au sein de la majorité parlementaire. Je rappelle les 5 points évoqués par la coalition et non 5 articles, comme certains l'ont présenté. Ces 5 points disent, d'abord, le premier point, les conditions d'éligibilité du président de la République. Le second point,
la limitation des mandats avec la mention en aucun cas. Le troisième point, le mode de scrutin uninominal à 2 tours pour l'élection du président de la République. Le quatrième point, les prérogatives et le mode de désignation du Premier ministre. Et le cinquième point, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Quand vous verrez la Constitution, c'est plusieurs articles qui évoquent ces 5 points. Bon, ces 5 points-là, prenons, moi je prends seulement le mode de désignation du Premier ministre. Si le Premier ministre devait être choisi dans la majorité parlementaire, conformément aux dispositions de la Constitution de 1992 originelle, qu'on a changé aujourd'hui, que c'est le président qui choisit le Premier ministre, oui, à supposer que ça soit restauré et qu'on aille aux législatives de 2018 et que une majorité se dégage au sein de l'Assemblée, que ce soit tant d'unir que de l'opposition, alors est-ce que la transition va continuer? Ce Premier ministre-là, il sera choisi dans cette majorité pour appliquer quel programme de 2018 à 2020? La transition va se poursuivre? Voilà des interrogations que moi, j'ai vis-à-vis de cette posture d'aller à une transition jusqu'à 2020. Donc, vous ne pensez pas qu'une transition soit la bienvenue aujourd'hui dans le contexte Je ne dis actuel? pas ça. Alors, quel est votre avis sur la transition? Je dis que la transition peut se faire jusqu'aux élections. Si on restaurait le mode de désignation du Premier ministre, quand une majorité se dégage au niveau de l'Assemblée, le Premier ministre est choisi dans cette majorité et applique, comment dirais-je, son programme et forme son gouvernement. Mais Ce dans sera le gouvernement de transition. Non. Alors là, ce serait caduc. Ça tombe dans la caducité. Puisque un Premier ministre est déjà dégagé. Donc on va former un autre gouvernement qui sera encore une mission de transition jusqu'à 2020. Bon, moi cette question me chagrine un peu. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais je suis analyste politique. Le Premier ministre, il est choisi dans la majorité parlementaire, il n'est pas élu, il applique quel programme? Non, il est choisi dans la majorité parlementaire, oui, et vient étaler son programme de société qui est voté à l'Assemblée. Non, mais moi, ce que je pense... Il y a une confusion. Moi, Non, ce que mais je pense... c'est ça la situation. Mais moi, ce que nous sommes... Parce que nous sommes... Non, c'est parce que... nous sommes en crise, ne l'oubliez pas. Non, nous sommes en crise. Ce dont vous parlez... Nous sommes en crise. Situation normale. Bon, nous sommes en crise. Oui. Et on avait opté pour un régime semi-parlementaire. J'avais posé le problème tout de suite concernant le rôle que joue le type de régime. Le type de régime. C'est pas si vous me suivez. Si, bien sûr, Donc, je vous suis. Si, et on sait que toute modification constitutionnelle a un effet immédiat. Alors, à quoi bon de faire des modifications constitutionnelles qui ne seront pas appliquées? On propose une transition. Une transition jusqu'à 2020. Donc la transition n'est pas l'idée. Non, mais moi oui, clairement, oui. moi, clairement, je crois que nous avons dit ici et nous le disons, et c'est clair que le problème togolais ne va pas être résolu par la voie juridique. Il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de revirements, il y a eu tellement d'étapes où des choses se sont faites où certains ne se sont pas reconnus. Si on veut faire l'histoire aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, les gens n'ont pas su capitaliser les victoires d'étape qu'ils ont eues. Il y a eu des victoires d'étape. Au moment où il fallait peut-être en jouir, entre guillemets, on a trouvé que l'autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon pour qu'on s'associe à lui. Il y a eu des situations. Et puis l'autre débat aussi, c'est que le fait que nous pointons du doigt, je vais le dire comme ça, fait qu'en réalité, si aujourd'hui, nous excluons quelqu'un, demain, il va chercher à exclure un autre. Là, vous parlez de 2020. Voilà. Le cycle, on dit Faure Gnassingbé ne doit pas être candidat. Le cycle, faut-il recommencer ce cycle-là qui dure depuis... L'exclusion. Voilà, depuis 27 ans. Vous savez, même depuis les indépendants, je l'ai dit ici, l'histoire du Togo a été émaillée d'exclusion. Et c'est d'exclusion en exclusion qu'on est passé à un coup d'État, qu'on en est arrivé là. Moi, ce que je pense, c'est que nous sommes dans une situation où
les deux protagonistes, si je peux les appeler ainsi, les deux camps, se connaissent très bien. Nous avons une histoire que nous connaissons que trop bien. Nous ne parlons pas des événements qui ont commencé en 2005. Ailleurs, on vous dira que cette opposition qui existe juste pour animer la scène politique. Vous savez, quand on parle du RPT, je l'ai dit ici, le RPT, c'est nous tous à un moment donné, qu'on le veuille ou non. Oui, puisque c'est un parti d'État. Mais c'est une culture. Le RPT, c'est une tradition. Une tradition, on ne peut pas l'estomper. C'est-à-dire que par un revers de la main ou bien juste un coup de pioche, non. À un moment donné, si l'on s'était entendu pour créer un couloir, je le dis encore, où on dit le modèle que nous allons proposer d'ici peu, c'est ce modèle-là, et qu'on communique là-dessus, tout en étant crédible, en respectant les engagements que les uns et les autres prennent, on n'en serait pas là. Et je dis encore qu'il y a d'autres variables que nous ne mettons pas dans la balance le plus souvent. L'exclusion n'arrange pas la situation de crise. Tchakala Alio, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où l'opposition n'a pas abdiqué visiblement, n'a pas quitté sa position initiale, c'est-à-dire, ok, on fait une concession, nous abandonnons ce que nous réclamions entre-temps, c'est-à-dire la constitution de 1992, nous demandions ce qu'on ramène. Aujourd'hui, ok, on n'est plus dans la même posture, on fait un pas en avant. Au début, on avait cru que l'opposition a fait un pas, mais quand on revoit les choses, on se rend compte que les fondamentaux restent. Et donc, l'opposition reste accrochée au C92. Non, la position de l'opposition du C14 est restée intacte. Ils n'ont pas bougé d'un seul iota. Ce qu'ils voulaient au début, ils le maintiennent jusqu'à ce jour. Et sur la toile, je vois des gens prêter des intentions à l'opposition qui sont en train de laisser la C92 pour d'autres considérations. Alors que quand on lit bien entre les lignes, cette opposition on est dans un jeu de mots. Est restée ferme sur sa position. Sur sa position. Maintenant, c'est la conséquence logique d'une crise qui perdure dans le temps. Quand une crise s'annonce comme ça et que on ne s'empresse pas de lui trouver des justes solutions, ça finit quand même par s'ancrer dans certaines mentalités. Ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois. On a eu des occasions en or pour quand même gérer cette crise-là quand elle s'est amorcée. Mais on s'est donné du temps inutilement et aujourd'hui, les positions sont en train de se radicaliser. Et je crois que ça va relever d'un exploit, d'un réel espoir, que le facilitateur arrive aujourd'hui à concilier les différents points de vue. Les différents points de vue. Au niveau du pouvoir, on a radicalisé sa position. Les positions sont redevenues tranchées. Il n'y aura pas de concession qui se ferait en dehors du président Faure. Au niveau même du C14 aussi, il n'y aura aucune concession qui inclurait Faure. Vous voyez? On a écouté Tikpi Adam hier. Et Tikpi Adam va encore plus loin. Lui, il corse l'addition. Donc, c'est des points qui sont inconciliables. Mais il y a de réelles raisons de s'inquiéter pour le devenir du Togo. Où allons-nous quand les leaders derrière lesquels tout le peuple s'était entre-temps aligné, quand ce groupe sort pour marcher, on dit que nous avons le peuple derrière. Quand d'autres sortent pour faire des contre-marches, d'autres aussi disent nous aussi nous avons le... Et maintenant, ces gens-là se mettent à... Le peuple devenu le baigner dans l'huile. Ces gens-là qui n'arrivent même pas à s'entendre sur le juste essentiel, à accompagner le facilitateur pour une issue heureuse, ça veut dire que la sortie de crise, c'est pas pour demain. On n'est pas encore... L'impasse est en train on ne travaille pas pour le peuple togolais, on ne travaille pas pour la postérité. Oui. Ce que je voudrais... Est-ce qu'on peut sonder le peuple togolais pour lui demander son avis? Je ne sais pas. Non, le peuple s'est déjà prononcé. Non. Mais ça veut dire que... Il y a deux peuples. Non, il y a Faux-Barlobet qui avait fait le sondage. Je pressens même que bientôt le président Ghanéen facilitateur va jeter l'éponge. Et qu'adviendra-t-il du pays? Ah oui, c'est la grosse interrogation aujourd'hui. Oui, Thierry, nous couper par rapport donc à l'issue là de ce dialogue finalement. Non, je crois que mon souhait c'est que l'issue soit heureuse. Parce qu'on n'a pas le choix.
laisser cette situation perdurer, je crois que ça nous ferait beaucoup plus de tort, de mal que si on trouvait une solution. Oui, au niveau de la coalition, la position générale, c'est que, bon, écoutez, on peut permettre encore à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. C'est une concession. Mais on met une transition quand même en place. Et en 2020, il n'est plus candidat. Il a dit non. La transition, oui, mais c'est pour Tipi, je crois que c'est un discours politique. C'est un discours politique, on peut l'amener. Ça fait 7 mois qu'il dit la même chose. Oui, ça fait 7 mois. Mais il est constant dans sa position, mais il n'est pas le seul à la table de discussion. On peut le mettre en minorité. L'essentiel, c'est de sauver le pays. Parce que du moment où ils ont accepté d'aller à la table de discussion, de négociation, dans un groupe, c'est qu'ils sont prêts à faire des concessions. L'opposition a fait le pas. Il a présenté ce que... Parce que à un moment donné, le facilitateur a changé sa méthode de travail. Je crois que l'opposition a présenté ce qu'il a soumis au facilitateur. Et le pouvoir, on a remis ce que l'opposition a proposé au camp adverse, c'est-à-dire au pouvoir. Et l'opposition aussi a copié de la proposition du pouvoir. Maintenant, il revient au facilitateur de trouver le juste milieu, puisque j'apprends que le facilitateur a encore rencontré le gouvernement UNIR. Donc, je crois qu'il est en train de travailler là-dessus. Nous, on a écouté ce sur quoi l'opposition peut céder. On attend de voir la proposition du parti au pouvoir pour faire la part des choses. Le parti au pouvoir dit avoir aussi fait des concessions, notamment l'arrêt du processus électoral. Bon, non. Ça, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Peut-être, on ne va pas convoquer le corps électoral, mais techniquement, les élections se préparent. Personne ne peut vérifier ça. Allez-y à la CENI. Allez-y à la CENI, vous allez vous rendre compte que les gens travaillent là-dessus. Donc, non, on doit rester vigilant. Si le processus est effectivement arrêté, il faut rapporter, qu'en appelle-t-on, les décisions qui ont été prises. Malheureusement, c'est pas le cas. En nommant les présidents de CELI, tel n'est pas encore le cas. Et le pouvoir est dans sa logique. Alors, mais je voulais juste placer un mot au niveau de comment dirais-je d'une éventuelle candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Mais ça, il y a beaucoup de démonstrations qui ont été faites. S'il advenait, c'est pourquoi les représentants du parti au pouvoir ne veulent pas de ce bout de phrase. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Si on restaurait cet alinéa, mais Faure Gnassingbé est disqualifié. Mais il revient maintenant. C'est cela que je disais tantôt que ce n'est pas au niveau du dialogue qu'on va décider de qui sera candidat ou ne sera pas candidat. Faisons les réformes. La loi est générale et impersonnelle. Quitte à l'interpréter le jour J. Et qu'on valide la candidature de tel ou tel monsieur. Quand le monsieur va dire, mais monsieur Kokou, est-ce que vous avez eu à faire 2 mandats? Si la réponse est oui. La réponse est oui, mais il est disqualifié. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est là où c'est le nœud gorgien. C'est pourquoi je dis que c'est Faure Gnassingbé qui doit dénouer cette crise. C'est Faure Gnassingbé qui parle pour dire, bon, je ne vais plus. Mais comme les gens l'ont fait. Trop de fixation sur Faure Gnassingbé. Non, ce n'est pas une fixation. On risque de ne plus avoir les réformes. Ce n'est pas une fixation. Non, là, par rapport à ce que Isidore Akola est en train de dire, ce qu'il y a, c'est que, quoi que nous le disions, tous les états-majors sont en train de préparer les élections. J'ai déjà posé cette question sur ce plateau. Est-ce que si aujourd'hui on dit on va aux élections, les gens vont y renoncer ou bien ils vont aller à ces élections? C'est un gros point d'interrogation. Ce que je voudrais dire, c'est que 30 secondes. Nous l'avons dit tout à l'heure, travaillons pour le peuple, travaillons effectivement pour qu'il y ait des réformes pour la postérité, pas pour une période donnée, dirigée contre quelqu'un. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Créons les conditions pour que ceux qui sont là aujourd'hui puissent être des opposants demain et que quand les rôles vont s'inverser, ceux qui seront là puissent gouverner facilement.
Mais pourquoi parler, Chacun pour finir. pourquoi parler d'éventuelles élections à partir du moment où on vit une crise? Est-ce que les élections viendraient quand même apporter des solutions à la crise que nous vivons? C'est Chakala qui est idéaliste. Non, s'il y a une crise, autant il faut régler la crise. Il faut régler la crise. Mais le problème, c'est que il y a un camp qui dit qu'il y a une histoire de règlement de crise au Togo. Il y a un camp qui ne reconnaît pas qu'il y a crise. C'est ça le dilemme. Non, mais tout le monde a fini par reconnaître qu'il y a une crise. Ah bon? Sinon, pourquoi le facilitateur vient au pays? De toute façon, il vient pour gérer quoi? On te dit que on va te dire que les institutions fonctionnent. Juridique quand même et continue. Il n'y a pas de crise. Continue de fonctionner. Merci beaucoup Isidore Akolor, Chakala Alirou, Thierry Afanokou et Kenanou Issifou. Je voudrais, au nom d'un confrère journaliste, dire joyeux anniversaire à Monsieur Jaurès Tchéou. C'est un de ses amis journalistes qui le souhaite joyeux anniversaire à travers cette émission. Je me joins à lui pour lui dire. Joyeux anniversaire. Jaurès Tchéou, vous êtes gâté ce matin. Je vais lui lancer ce programme. Il comprendra. Alors, un clin d'œil aussi au mouvement Nouboueke qui va faire d'ici la fin de ce mois l'opération Mon sang pour le Togo. Ce mouvement Nouboueke donc attend apporter sa contribution à la lutte contre les pertes en vies humaines liées au déficit de produits sanguins au Togo. Il organise donc le 31 mars prochain au Centre national de transfusion sanguine de Lomé cette opération Mon sang pour le Togo. C'est du mouvement Nouboueke. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.